J'ai toujours aimé porter des projets, avoir des idées et les mettre en place. J'ai pas trop peur de me casser la gueule et de prendre des risques, ça fait partie de ma nature. Le coworking, faut pas que tu oublies que la grande valeur, c'est que tu as un petit bureau de 15 mètres carrés dans un espace de 5000. Quand tu es jeune et que tu arrives dans une boîte, l'apprentissage, il est beaucoup par le mimétisme. Je pense que la meilleure comparaison, c'est celle des clients qui ont quand même assez dithyrambiques sur notre service. Et mon métier de boss aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens soient bien. Comment t'es tombé dans l'entrepreneuriat? Il se passe des belles choses à l'Assemblée alors en ce moment? C'est quoi tes projets toi à l'époque quand t'étais petit? C'est quoi ton rapport à l'argent? T'es bienveillant? Est-ce que l'être humain est solitaire quoi? T'es en train de nous dire que ton business qui marche très bien aujourd'hui peut s'écrouler du jour au lendemain? C'est ça être entrepreneur? Alors, Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui je reçois un autre CEO avec qui je suis en contact depuis quelques mois, chez qui j'ai squatté alors qu'il ne le savait pas. Bref, j'ai le plaisir de recevoir le CEO de Morning. Comment ça va? ça va bien, merci de m'accueillir sur ton podcast. Bah écoute, merci j'allais dire de m'accueillir toi en fait. On est où Clément? On est un Raconte, peu allez. chacun chez soi. Ouais, non, là je suis chez toi. On est où? Dis-moi tout. On est chez Morning Concorde, qui est un peu le joyau de la couronne. C'est le plus beau à Paris? C'est pas forcément le plus beau, c'est le plus prestigieux parce qu'on est place de la Concorde et forcément c'est assez chouette. On a une belle fenêtre avec la vue sur la place, c'est assez magnifique. Il se passe des belles choses à l'Assemblée alors en ce moment? Et écoute, ouais, j'ai une vue directe. Tu les espionnes? Ouais, bien sûr. Non, voilà, c'est un bel espace, il y a des belles hauteurs et on a des belles boîtes aussi ici. Il y a un bon mix, donc non, c'est très chouette. Moi, j'adore cet espace. Bah en tout cas, je peux te dire qu'on est bien accueillis et je le dis à toutes les personnes qui nous regardent. Mais c'est drôle, je pense que les trois quarts des personnes qui sont dans l'écosystème startup connaissent Morning. J'ai une question à te poser. Je veux te titiller, on va parler de WeWork. Direct. Ouais, direct, on va tu mettre m'envoies les sur pieds dans le WeWork. plat. Bon, d'accord, Est-ce que vas-y. le crash de WeWork t'a fait peur? Et t'as fait remettre en question peut-être? Te remettre en question? Non. Non, Non, ok. non, parce que je connais bien ma boîte, je connais bien la valeur de ce que j'offre. Je sais pas, non, en revanche, ça secoue forcément le marché. Et le marché étant un peu secoué, ça peut m'amener du plus et du moins. Par exemple, les bailleurs qui voient que l'un des leaders du secteur, faut pas oublier qu'il y a Regus quand même, qui est quand même là depuis longtemps et qui a un modèle bien établi. Mais quand évidemment les gros propriétaires de la place et du monde voient un acteur aussi gros s'écrouler, ils se posent la question du modèle, ils se posent plein de questions. Et donc forcément, ils me posent des questions et du coup, ils ont potentiellement plus peur de me louer des T'as vu un peu de bâtiments. frilosité, ouais, ou Voilà, c'est de ça. Mais méfiance. bon, c'est pas la première fois. Hein, Et t'as su les convaincre? Ouais, et puis de toute façon, ils voient bien qu'on leur montre nos comptes. On leur montre qu'on est bon, quoi, et que ça marche. Puis c'est pas la première fois. WeWork a déjà eu des problèmes au moment de sa fausse introduction en bourse en 2019. C'est les débuts du crash, quoi. Voilà. Donc ça fait un moment où on a vécu le début, la montée en flèche de WeWork. C'était intéressant, un peu perturbant, mais c'était bon pour notre marché. On va pas se mentir, ils ont ouvert quand même pas mal la voie. Nous, on s'est mis dans leur roue. Ça a fait des remous, mais c'était intéressant. Et puis là, la chute. Et ouais, ça va. Franchement, ça va. Je pense que les gens te disent, ah, je m'y attendais, de toute façon, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont quand même compris que ce qu'on faisait avait de la valeur, qu'il y avait un marché, et donc ils ont des doutes sur le business model, mais on arrive à les rassurer. Bon, on va en parler. Moi, j'ai quand même une mini question à te poser là-dessus. On est à Paris. Mm. Je suis parisien, donc je me balade dans la ville. Je vois en fait donc WeWork depuis 2019 qui dégringole. Pourtant, les offices sont toujours présents. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que quand les gens viennent te voir, souvent ils comparent avec WeWork et ils essayent de voir, tu vois, est-ce que c'est vous les deux leaders encore du marché parisien? Ouais, forcément, il y a une comparaison en permanence. T'es le WeWork parisien, t'es le WeWork français. Français surtout. Voilà. On n'est qu'à Paris, donc voilà. Donc, Ah, vous êtes qu'à Paris. ouais, Ok. on n'est qu'à Paris. Paris, un peu première couronne. Oui, il y a une comparaison permanente.
je pense que la meilleure comparaison, c'est celle des clients qui sont quand même assez dithyrambiques sur notre service et sur la Qu'est-ce qualité qu'ils de nos préfèrent? espaces. Ouais, c'est quoi? Bah, globalement, ils viennent chez nous. Non seulement WeWork a fermé des espaces et donc on s'est retrouvé avec des clients de chez WeWork qui venaient chez nous. Ah, intéressant. Et Ok. puis surtout, j'ai quand même pas mal de clients qui viennent chez nous et qui disent on est quand même mieux chez vous. Chez WeWork, il y a moins de services, on est beaucoup plus serré. Voilà, il y a moins de qualité perçue. Ok, La donc bière, qualité. la bière est gratuite, mais bon, Mais ça c'était fait pas leur tout, truc quoi. à l'époque. Non, Voilà. mais c'est tellement drôle. À 17h, je crois que c'était ça. Et du coup, ils étaient connus pour ça. Alors que pour moi, quand je suis allé la première fois, c'est là où j'ai découvert. J'étais allé chez Google voir ma sœur qui y bossait. Et tu sais, tout est gratuit sur place. Hmm. Et j'étais choqué déjà à l'époque. Ouais. Et donc ça m'avait ouvert tout ça. Bref, le but de ce podcast, il n'est pas du tout d'essayer de comprendre est-ce que Morning est un succès? Oui. Mais comment tu l'as réussi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout toi. Euh, Comment tu t'es construit? Pourquoi tu continues cette aventure? Comment tu as fait face peut-être aux obstacles? Et en fait, c'est vraiment faire un tour dans ta tête, car ce podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO. Mais on va remettre les termes, on va remettre les bases pour que les gens restent bien jusqu'à la fin. Balance-nous les chiffres que tu peux nous donner. Combien de CA, combien de clients, combien de bureaux? Alors, j'ai pas le droit de donner des chiffres trop précis parce que j'ai un actionnaire qui est coté en bourse. Mais On va Morning, pas faire d'inside trading. Morning aujourd'hui, c'est à peu près 400 personnes. En interne, ok. En people, on a une cinquantaine d'espaces à Paris sur 130 000 m². C'est à peu près 12-13 000 personnes qui viennent bosser chez nous tous les jours. Mhm. Voilà, c'est pas mal comme chiffre déjà. Et, Quel âge? Quel âge? Bah, Morning, vous avez quel Morning, âge? on a démarré en fin 2012. Donc, Quand même, hein. ouais. Et l'activité d'exploitation, elle a plutôt en 2014 qu'elle a vraiment démarré. Ok. Donc, on a une grosse dizaine d'années sur l'activité morning d'exploitation. On a aussi dans le groupe une boîte qui s'appelait Bureau à partager et qui s'appelle maintenant Ubique. Ok. Et voilà. Donc, C'est vrai qu'on l'a même pas dit, mais Morning, on l'a même pas présenté. ça serait bien de présenter Morning. je- C'est comme si on le savait déjà. Non, c'est stylé. c'est Non, mais attends, prestigieux. dis-moi si je le fais bien, parce Vas-y, que les c'est à toi de gens, le faire, je suis tu, sûr. tu connais mieux ma boîte que moi. Hein, donc. Eh ben, on va voir ça. C'est un espace de coworking, mais pas du tout que. Ce sont aussi des bureaux. Je pense que ça abrite des créateurs, donc c'est de la création et c'est le but qu'on y ait un peu d'effervescence. C'est dans des magnifiques lieux, c'est français. Ça va, c'est pas mal ou pas? Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous êtes attractif niveau price? Ça dépend où tu vas. Hein. Ici, À Paris, à la Concorde, c'est un peu plus cher que Ouais, bien sûr, si ok. tu vas à Porte de Bagnolet. Ou à On Saint-Ouen. on salue ceux qui sont à Ah bah, Porte de Bagnolet. j'adore l'espace Porte de Bagnolet, il est au top. Mais forcément, il est un petit peu moins demandé qu'au centre de Paris. On est entre 400 et 1500 euros du poste. Ok. Ah ouais, il y a quand même par une mois. marge. Ah oui, non, c'est très beau. C'est très large. Raconte-moi comment t'es tombé dans l'entrepreneuriat, si on prend une step de recul, tu vois. Alors, moi, c'est plutôt un état d'esprit. J'ai toujours aimé porter des projets, avoir des idées et les mettre en place. J'ai pas trop peur de me casser la gueule et de prendre des risques. Ça fait partie de ma nature. Donc déjà, voilà, très jeune, je faisais des projets. L'entrepreneuriat, finalement, c'est des projets que tu mènes à bien. Et Et d'ailleurs, voilà. c'est drôle quand on dit qu'on monte une boîte. Tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu ça, des gens qui pitchent et qui disent mon projet. Et moi, on m'a déjà dit non, on dit pas que c'est un projet parce que ça fait petit, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, tout commence d'une idée, d'un projet. C'était quoi tes projets, toi, à l'époque, quand t'étais petit? Ouais, je pense que mon premier projet entrepreneurial, c'était à 10 ans de faire des petites boîtes en papier et de mettre des trucs sans bon à l'intérieur et d'aller rue du Commerce les vendre au magasin. Enfin, tu vois, Et tu mettais quoi dedans? J'ai pas tu sais, des fleurs séchées qui sentent bon là. Et puis je vendais ça, je sais plus combien. J'ai grandi à côté de rue du Commerce, moi, en plus. Ouais, À non, moi mais de piquer, donc, quoi. voilà, et puis j'avais gagné, je sais plus combien, mais ça avait permis de m'acheter ma première moto. Puis j'arrivais la bouche en cœur dans le magasin en disant que je voulais apprendre à parler anglais, faire un voyage, et puis voilà, c'était pour acheter ma moto, quoi. Attends, mais On à est quel on est âge? tous des pirates, hein, faut pas se mentir. Claire, putain, je regardais un podcast, je lui ai dit je suis un pirate. Je dis ça, c'était avec Sorar. Attends, j'ai pas compris. 10 ans, tu commences à faire ça, mais ta moto, tu l'achètes à quel âge? À 12-13 ans, en Espagne, c'était assez libre, j'avais un peu de latitude. Heureusement que je pose les questions, sinon moi je vois ça à 18 ans, je comprends pas. Juste une Non, mini- c'était en Espagne, c'était à la campagne, donc j'avais... Ok. je touchais pas par terre quand je montais dessus. Ouais. Je veux comprendre une chose. T'as 10 ans, t'as 10 piges.
t'es un mioche, t'es un mini Moïse. Ouais. Déjà, c'est quoi ton rapport à l'argent et en quoi tu te sens légitime, non pas de construire une petite boîte en papier, de faire ce produit, mais de convaincre des gens. Honnêtement, c'est là où je te parle de nature humaine. Je pense que, T'as pas intellectualisé. ouais, il n'y a pas de rationnel. Tu te dis, tiens, si je faisais ça, ça serait sympa, et puis ça me permettrait peut-être d'avoir un petit peu d'argent, et puis tu te fixes un but assez simple. Voilà, tu as un petit objectif. T'en avais un? Bah ouais, Ah bah oui, je suis c'était con. ma Ouais, moto. ouais, bien sûr. Euh, Donc 2 ans de taf, quoi. ouais, voilà, et puis tu économises, et puis en fait, bon, à l'époque, quand même, tes parents, ils t'encouragent un peu, et puis. Ils t'encourageaient, tes parents, donc ils ont cette Bah, en tout cas, culture. Ouais. voilà, il m'achetait les pots pourris. Il fallait bien quand même que. J'achetais pas les feuilles pour faire les boîtes, ça allait, c'était pas trop cher, mais les pots pourris, ça valait quand même 10 balles. Donc, Mais c'est important parce qu'ils te soutenaient en fait dedans. Donc ils te disaient, t'es ouais, sur une bonne voie. ouais, d'une façon, ouais, t'as raison. Bien sûr. Ouais. On en parlait, là j'y repense. Alors je suis désolé, je suis en plein montage dedans, mais avec Nicolas Julia de Sorar, qui sort bientôt. Et il raconte dedans que sa fille, je crois qu'il voulait vendre des choses ou même aller dans des brocantes. Et il me racontait qu'en France, enfin c'est pas bien vu quoi. Limite un gosse il fait un gâteau, il doit le donner quoi. Ouais. J'aimerais savoir toi, si tes parents t'avaient pas adulé à ce niveau-là, enfin pas adulé mais mis Pas du tout adulé. Ouais ouais pas Ah du non, tout, non. c'est très mauvais mot. Non mais mis en confiance en te disant que Ouais. t'étais au bon endroit, tu crois qu'on se parlerait aujourd'hui? Si t'avais pas eu cette expérience à 10 piges, est-ce que tu pourrais être entrepreneur? Je sais pas, je peux pas refaire le truc à l'envers, mais d'une façon générale, le rôle des parents, c'est de soutenir leurs enfants dans voilà, dans leurs projets, dans leur démarche, et de pas casser les pattes. C'est le principe quand même de base d'une bonne éducation. Donc voilà, de toute façon, j'avais ça déjà en moi à 10 ans. Donc même s'il m'avait dit non sur ce projet-là, il y aurait Ah, beaucoup ok, de t'aurais chances forcé autre que chose. j'aurais fait autre chose. Donc, Ils étaient entrepreneurs tes parents pas ou du tout. commerçants, même pas, rien du tout? Pas du tout entrepreneur. Ma mère plus que mon père, je dirais, quand même, dans l'esprit. Plus libre et plus entrepreneuse. Mais jamais monté de boîte à proprement dit. Et 10 ans, tu dis que tu n'intellectualises pas, tu te poses pas la question de est-ce que je suis légitime à aller vendre un truc à des vieux, quoi, ou des vieilles, enfin des gens plus âgés. Quand on a 10 ans, tout le monde est Non, plus bah vieux. non, tu fais ton truc, tu Mais vois, tu rentres dans 3 boutiques, tu vois qu'il y en a une qui t'achète, et puis tu continues, et puis donc voilà. le moteur, c'est, on va pas se mentir, c'est l'argent. C'était pas l'argent. Bah la finalité, c'est d'avoir de l'argent pour Ouais, acheter ta moto. ouais, mais en fait, c'est pas le vrai moteur. Le vrai moteur, c'est de réaliser ton idée et te dire, ah, tiens, c'est une bonne idée, je vais la tester, je vais le faire. Et en fait, le principe d'avoir une idée et de la réaliser, je pense, dans mon fort intérieur, c'est ça la réussite. Après, qu'en découle de l'argent, évidemment que tu as mis cet objectif, et que un des objectifs, c'est d'arriver à faire 2 fois ce que tu as investi avec ton papier et tes fleurs séchées. Mais en fait, c'est d'y arriver qui est cool. C'était la moto, c'était pas d'acheter 3 motos derrière. Voilà, la Ok. moto, ça suffisait, et puis j'y serais pas arrivé. Enfin voilà, c'est le projet qui est chouette. C'est le chemin en fait qui est intéressant. Juste parler, vu que je te parle d'argent, Ouais. et on va y tenter de manière, on va revenir sur Morning, hein, tu l'auras compris. Et d'ailleurs, je n'oublie pas, mais je crois que tu as des filles, et je serais très curieux de savoir quel est en fait ton rapport dans l'éducation, est-ce que tu leur retransmets, quel est ton héritage, petit clin d'œil. Merde, tu perds ma question, si, c'était quoi ton rapport à l'argent? Ouais, c'est J'ai un rapport à l'argent. Je pas pense que aujourd'hui, hein, mais plus jeune. Hein. plus jeune. Ouais, euh, c'est difficile à décrire. Je suis assez économe. Donc j'aime pas claquer de l'argent pour claquer de l'argent. Je fais attention, mais j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Euh, mais je suis assez économe. Je préfère investir quelque part que claquer. ok. Euh, T'as l'impression de participer à quelque chose? ouais, et effectivement. Parce que tu peux ne pas revoir tes thunes. Hein. Ouais, non, mais ouais, je suis plus, je suis quand même plus fourmi, je pense. Ok. Même si, de temps en temps, j'aime bien me dire, allez, tiens, là, j'y vais. Mais j'ai presque l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est en fait, t'as pas vécu dans de la frustration quand tu étais Non, petit. j'ai grandi dans C'est une, sain, quoi. alors j'ai grandi dans une famille bien, dans le 15e, avec des parents qui gagnaient leur vie correctement, mais tu vois, je suis dans un 70 mètres carrés T'étais où? avec 2 chambres dans le 15e, Où ça? rue Le Courbe, Mais t'as été où au rue collège, lycée? Mademoiselle. J'étais à Buffon, Mais et à mec, Camissé. Camissé au collège et Buffon t'étais au avec lycée. Camissé.
Oh, mon Camille C, pauvre. ça fait mal, hein, Camille C. Hein, Moi, j'ai fait collège, lycée à Buffon. Et justement, Ah, c'est l'inverse. Ceux qui étaient pas bons, ils allaient à Camille Camille C, C ou Claude Bernard. ouais, Mais c'est trop drôle. T'as quel âge, Clément? 45. Ouais, putain, t'étais 15 ans avant moi, quoi. Ouais, ça a pas Déjà que changé. Hein, je moi, passe devant, ça a pas changé. Hein. ben, tu sais que j'y suis retourné et je voudrais organiser. En gros, il y a 2 meufs de ma promo qui sont devenues chanteuses. Donc, c'est les sœurs IBI et qui ont collaboré avec Beyoncé. Pas Pas mal. mal. Mhm. Et un autre, il s'appelle Stéphane Crépon. Il est acteur dans le Bureau des légendes. Et il a, je crois, 1 an de moins que moi. Et j'adorerais en fait refaire un talk là-bas. Et maintenant que je pense à toi, ça va être très très drôle. Ok, rentrons dans juste un petit peu la suite avant d'arriver à Morning. Morning, donc tu m'as dit 2012, putain, j'avais le bac. Voilà, tu vois. Je suis trop méchant. Qu'est-ce que t'as fait avant ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, Écoute, rapidos, hein, mais. moi, j'ai fait Dauphine, donc très simple, éco, gestion, un peu d'innovation, un peu d'entrepreneuriat. Après, j'ai démarré en tant que stagiaire dans une boîte qui s'appelle Faber Novel, qui s'appelle maintenant EY Faber Novel, qui a été mangée par EY il y a 2 ans, dans C'est du laquelle j'ai conseil? passé 9 ans, ouais, conseiller en innovation. Donc, j'ai Ok. démarré tout au début de la boîte, je suis devenu premier jour de la boîte, et donc avec Stéphane, son patron, qui est toujours aux manettes. Ok. Et du coup, on a gravi des échelons. Je suis devenu associé. Je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans, m'occuper d'un espace de coworking qui s'appelait Paris Soma. Et Où voilà, ça? j'ai fait 9 ans à San Francisco. Ok. Donc j'ai vécu un petit peu les années folles Des de startups. l'App Store. Voilà, T'as chopé le virus là-bas de la tech? Ouais, bon, je l'avais déjà un petit peu quand même, puisque Faber Navel, c'était aider les entreprises et grandes entreprises Ouais, à sur de développer l'inno. L'innovation chez elles. Et l'innovation, globalement, c'était la tech, l'Internet. Ouais, mais tu me dis ça, c'est quoi, c'est 2003, On est 2004? en 2003, ouais. 2003, l'iPhone, c'est 2006. Ouais. Donc, tu vois, c'est Toi, c'est le c'est lendemain le de la, post-bulle la bulle Internet. Internet, ouais, 2001. Ouais. Ouais. Et donc, toutes les entreprises savent que Internet va chambouler leur modèle, mais elles ne savent pas comment faire. Hmm. Puis les dirigeants à l'époque ne comprenaient absolument rien au modèle d'Internet, quoi. Mais tu y comprenais quelque chose en vrai? Ou tu M- découvrais, toi? Moi, Ouais. moi j'apprenais sur le tas comme tout bon consultant. Mais bon, je baignais dedans quand même depuis un moment. Donc, ce qui est génial, c'est que tu rencontres des dirigeants d'entreprise avec tes 25 piges et c'est vrai que tu leur expliques comment fonctionne le digital et les Tu te sens modèles. légitime? Bah ouais, parce qu'en fait, les mecs comprennent rien en face de toi, donc Ok. Et ils eux, ils te ont prennent pas d'autres. de haut? Bah non, ils te payent. Si, ils te prennent de haut, mais ils ont compris quand même qu'ils avaient besoin de toi. Donc c'est intéressant. Non, c'est un positionnement assez chouette. J'allais dire, c'est quoi les limites? Mais en fait, je veux aussi dire, c'est quoi les avantages, étant donné que j'ai eu beaucoup de personnes à ta place, bon, pas ici, mais t'as compris, à la place derrière le micro, qui ont fait du conseil avant de devenir entrepreneur. Ouais. Comment ça se fait? Bah, alors, pour pas te mentir, Faber Novel, c'était 2 jambes. C'était une jambe conseil et une jambe entrepreneuriat. Ah, Tu vois, ok. donc, C'est ça qui t'a attiré dès le départ, toi? ouais, bien sûr. Et Stéphane a toujours été assez entrepreneur, voire très entrepreneur dans l'âme. Et donc, on a eu cœur à développer des boîtes au sein de Faber Novel. La première, c'était Digitic, qui est devenue Citiquette, qu'on a monté en 2004, qui s'est fait derrière 6 ans plus tard, racheté par Vivendi. Ok. Euh, T'étais actionnaire ouais, majoritaire avec Stéphane là-dessus? non, on s'était associé avec des Marseillais qui Ok. étaient majoritaires, qui avaient 51%. Ok. Bon, on peut pas tout faire l'histoire, donc les Marseillais ont repris la boîte en 2006, ils l'ont bien développé, ça s'est très bien passé. Et ensuite, eux l'ont revendu. Et après, eux l'ont revendu. Donc Ok. nous, on est resté minoritaire avec Faber Novel. Mais bon, on a eu un petit bout du gâteau et c'était très bien. T'étais riche à ce moment? Non, non, Non. j'ai gagné 100 000 euros net avec Digitic perso dans ma poche. Tu fais quoi avec les 100K quand ils rentrent dans ta poche? Je les laisse sur mon compte en banque. Fourmis, on a dit. Fourmi, Et ouais. ils sortent. Et tu les investis ou même pas à Et ce moment-là? à l'instant là, je pense que j'ai pas fait grand chose avec. J'ai dû le mettre sur un PEA ou un truc comme ça. Ok. Et j'avais été très heurté par ma perte en 2000 au crash. J'avais investi en bourse alors que j'étais étudiant. Sur quoi? Des trucs techno à la con, des ingénico, je me sais Ok. plus. J'avais tout perdu, même plus. J'étais en levier, enfin bref.
Oh, ok. Et donc, ça m'a vraiment bien fait mal, je me rappelle. Donc, ça Donc c'est m'a... une super victoire pour toi, ces 100K en vrai, Ouais, c'est 100K. psychologiquement parlant. Ouais, alors quand t'as 5% au début d'une boîte qui se vend 45 millions, euh, tu vois, ça fait un petit peu mal d'avoir que 100K, surtout quand t'as vraiment beaucoup développé le truc au début. Mais c'était quand même bien. C'est toujours mieux que rien. Et puis ça m'a permis de les remettre dans Bureau à partager à l'époque, qui est devenu Morning. Pour amorcer, c'était quand même pas bête. Et voilà. Donc je les ai gardés pour monter ma boîte en fait. Combien de temps après c'est Morning? C'est Enfin, bureau à partager. 2010 la vente et Ah ouais, 2012, donc c'est ça 2012-2013. s'enchaîne. Ouais, ça s'enchaîne. Bon, ah si, il y en a quand même 2-3 ans, hein, c'est beaucoup. Est-ce que Hmm. si tu avais vraiment eu 5% de 45 millions, ça aurait été est-ce que ça t'aurait donné autant de hargne de monter bureau à partager ou est-ce que tu trouves que tu vois, j'essaye de tirer un petit peu Ouais. ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que ça a trigger? tu penses que si j'avais eu 1 million ou deux sur mon compte en banque, j'aurais été moins motivé à monter une boîte? Moi, je Non. pense plus que ça. Je pense que tu as reçu 100K et que tu savais que tu méritais plus et que tu avais le Ah, seum et que tu voulais aller et que tu voulais te prouver en fait que tu peux peut-être. avoir plus. On est d'accord? Peut-être. Non, mais peut-être. Non, bah, tu sais, il y a tellement de choses qui jouent. En tout cas, c'est sûr que j'avais un peu le seum. Donc, t'as pas tort. Mais j'avais autant le seum de pas avoir gagné plus d'argent parce que je pensais que je les méritais par rapport à ce que j'avais œuvré au projet. Et ça, bah, à la limite, voilà. Mais en fait, le vrai seum, c'est que j'aurais bien aimé poursuivre l'aventure digitique, Je développer savais. la boîte. Ok. Et L'aventure, quoi. et voilà, c'est l'aventure qui m'a manqué. Parce qu'en fait, mais pour pas tout te raconter, si tu veux, en 2006, quand les Marseillais ont repris le projet, bah, j'étais dégoûté en fait, parce que c'était mon bébé. Et donc, Pourquoi vous l'avez vendu? Ou c'était une ouais, opportunité? c'était pas une revente, c'était une reprise. Bref, Oui, ouais. je te fais le truc, mais à Ok. l'époque, on pouvait pas suivre avec Stéphane et avec Ok. Faber, et les Marseillais, ils avaient et du pognon et le savoir-faire, et ça, et finalement, c'est la bonne chose qui s'est passée. Mais moi, j'avais le seum parce que c'était mon bébé, Bien sûr. et quand tu as 25 piges et que tu as développé ton bébé jour et nuit, et que donc le seum, c'était vraiment d'avoir pas été au bout, je pense, de l'aventure. Et ça, tu vois, je l'avais gardé un petit peu comme un truc, putain, je me ferais bien Mais moteur, du mon coup. projet. Ouais, c'était un moteur. Euh, pour comprendre, bon, c'est quoi les choses quand tu es sorti de Digitic Hmm. où tu t'es dit sûr et certain qu'on refera pas ça, ou à l'inverse, sûr et certain que c'est ça qu'il faut faire avec bureau à partager. M'associer avec des Marseillais. J'ai rigolé parce que t'as dit 51%, pas 6,51. Juste avant, j'allais leur mettre un tacle car en tant que Parisien, on doit mettre des tacles dès qu'on entend Marseille, sachant que j'y vais dans 2 semaines. Je suis pas sûr que ce podcast sortira pas avant 2 semaines. Mais ouais, raconte, soyons plus Non. sérieux. Non, c'était quoi ta question? Savoir, tu vois, j'allais dire les apprentissages, mais moi j'ai compris une chose, elle est pas palpable, c'est de te dire, ok, déjà, ça t'a confirmé que tu étais bon dans ce que tu faisais. Ça t'a aussi confirmé une chose, c'est que tu es arrivé à 1 to 10, mais en fait tu voudrais faire 1 to 100 peut-être, enfin aller vraiment avoir une vision plus lointaine. Par contre, est-ce qu'il y a eu des choses, typiquement s'associer avec quelqu'un, prendre 51%? Bah oui, Est-ce- maîtriser mon objet, Mais ça, c'est un truc que vous auriez pu anticiper avant, dans la création, avant 2006, avant ce Bien deal sûr. avec les Marseillais, ouais. Bien sûr, on l'avait anticipé, mais pour des raisons qui ne sont pas très claires, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. À l'époque, Faber Novel avait à peine 1 an. On était tout jeuneaux, on n'avait pas de... Voilà, Ah ben pas de capacité d'emprunt, tout ça, rien ouais, du tout, quoi. on Ok. démarrait. Stéphane, il avait monté la boîte avec 2 clients, 2 stagiaires, 2 Clément, moi et un autre. Voilà, c'était le début. Quand je te parle du début de Digitic, Faber Novel est né le 1er septembre 2003 et Digitic est né en février ou en mars 2004. Donc, tu vois, 6 mois plus tard. Ok. Donc, tu vois, 6 mois après le début de ces Faber Novel, alors T'es qu'on déjà avait sur un 3 autre truc. clients, il y avait déjà un vrai. Et puis, donc, si tu veux, c'était pas. Bref, ça s'est fait comme ça. Il y a des boîtes que vous avez essayé de lancer, et finalement vous vous êtes dit non, ça sert à rien. Ah ouais, Vous avez itéré quand même avant d'arriver dessus. Sur Bah, Digitic, Digitic, on a pas itéré, ça s'est lancé direct, mais on a fait d'autres boîtes où on s'est planté. On s'est associé avec des Suisses aussi sur du freestyle de foot. On a fait des Du bonnes freestyle conneries. de foot? Ouais, Comball, je sais pas si tu te rappelles, c'était du freestyle. Tu sais, t'avais des compètes de freestyle de foot. Ok. Les peut-être mecs aller- qui jonglent. Et Ouais, non, on a adoré le concept, on s'est dit ça a des pattes, et puis bah en fait non. On a quand même organisé la première compète internationale de freestyle de foot, T'es diffusée foot, par toi? Europort.
Eurosport, pardon. Ouais, trop stylé. T'es un peu dans le foot? Non, 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 j'adore. t'aimes bien, ouais. Ouais, je joue un peu au foot amateur, mais je suis pas plus que ça, quoi. Bref, Je on veux a pas- fait des conneries. Si c'est ta question, c'est avec Fabien Novel, on a fait des conneries. Heureusement, c'était le principe de cette dimension innovation entrepreneuriale qu'on avait à côté du conseil pour les grands groupes. On s'autorisait à développer des projets, des boîtes, avec l'espoir que ça marche. Et voilà. Et Bureau à partager était aussi un des projets qu'on a développé en interne chez Faber Novel, qui est né en 2006, donc juste après Ok, le après Digitic, avec le enfin, Marseillais. qui est resté, qui a vivoté pendant 5 ans. Donc tu vois, 2006, c'est avant Airbnb. Ok, Tu vois, l'économie du partage, l'économie collaborative, elle naît en 2009-2010, ok. avec des plateformes comme Blablacar, etc. Zilloc, WeShare, pardon, pas WeShare, WeCar. J'ai Blablacar, les autres. C'est des trucs de car sharing, Ok. etc. Donc, si tu veux, cette économie d'utiliser le digital pour partager des objets, partager des bureaux, comme bureau à partager. Nous, on l'avait développé en 2006 comme un petit site de partage de bureaux entre entrepreneurs. Et puis, c'est resté à vivoter. Et puis, je l'ai spin-offé en 2012. Donc, voilà comment arrive Avec cette vision le en pivot. 2006, de se dire on va. Non, La vision, c'était, tiens, on a des bureaux trop grands. On avait des bureaux trop grands à l'époque. on va se Il n'y a pas de louer. site web pour louer ces bureaux, pour partager des bureaux. Faisons un petit site avec les colocs qu'on avait, qui étaient sortis de l'Epitech. Et, Donc c'était votre besoin que vous c'était avez servi à la base. exactement. C'est fou. Je veux savoir juste. Tu sais, on en parlait juste avant. Je te parlais aussi du fait que moi j'ai un projet sur lequel je travaille et qu'on m'a beaucoup dit il faut que tu t'associes. Je suis convaincu que mon projet je pourrais jamais le mener à bien tout seul et j'ai pas envie. J'ai envie Pourquoi de partager ça. Ok, parce que tu as envie. Ouais, j'en ai envie. Ça me galvanise d'échanger, ça me galvanise de savoir aussi qu'on crée quelque chose qui n'est pas juste porté par moi, qui n'est pas incarné par moi, mais par d'autres personnes. Et ça aussi me rassure parce que oui, je manque de confiance en moi et que ça me permet de savoir que quelqu'un croit en moi. Maintenant, j'ai la question à te poser. Bon, je te l'ai dit en off, je t'ai aussi dit, j'ai pas envie de perdre du temps à chercher un associé, quitte à tu vois, à se split up 2-3 mois plus tard. Je pense qu'il faut d'abord mettre le premier pied à l'étrier, et enfin avoir une première victoire, et ensuite les gens viendront. Bref, comment tu as fait avec Morning? J'ai cherché ce qu'on appelle un cofondateur pendant 6 mois. Ok. Je me suis raté au moins une fois, peut-être deux. En tout cas, j'ai pas trouvé. Et en fait, mes cofondateurs, naturellement, ont été mes premiers salariés. Et ma meilleure copine Marie, qui est toujours là aujourd'hui, a quand même joué ce rôle, même si elle n'est pas business, elle n'est pas entrepreneuse dans l'esprit, on va dire. Elle a joué ce rôle de confiance, de conseil, de présence aussi très forte. Ok. Et donc, quelque part, on a monté les choses C'était ton à ami deux. avant qu'elle Ouais, devienne salariée? ouais, c'était même mon ex, pour rien te cacher. Donc Voilà, salut. c'est un peu papa-maman au bureau, quoi. C'est c'est fou. Tiens, je te repose la question. Pourquoi tu voulais t'associer, toi? Et pourquoi tu voulais pas le Bah, faire seul? un peu comme ce que tu viens de dire, je pensais que c'était une bonne idée d'avoir un alter ego, une alter ego, euh, pour voilà, marcher sur deux jambes. Voilà. Maintenant, chemin faisant, tu trouves ou tu trouves pas, et puis tu avances quand même, et puis voilà, tu t'arrêtes pas d'avancer. Bah, c'est la question que je vais te poser vis-à-vis de moi. Mm. Qu'est-ce que moi tu me recommanderais à l'heure actuelle, alors qu'il n'y a rien encore? On se connaît depuis une demi-heure, donc je connais pas assez ta personnalité. C'est quelque chose d'assez lié, je pense, à ta perso et aussi à ton projet. Mais bon, vu ce que tu as fait depuis 5 ans tout seul, tu vois, tu as déjà prouvé, montré que tu savais monter des projets seul et que ça Ok. marchait. Donc, est-ce que si tu t'associes, c'est faut que ça soit vraiment bien pensé, et qu'il y ait soit une alliance, une compétence, une synergie que tu estimes intéressante pour ton nouveau projet. Mais est-ce que c'est en le cherchant ou est-ce que c'est pas plutôt en faisant que des gens vont venir autour parce que tu vas Bah bosser déjà, là, tu en avec? parles dans ton podcast, donc tu vas peut-être avoir 10 emails la semaine prochaine de gens qui ont envie de s'associer avec toi. Ça s'appellera héritage parce Ouais. qu'on veut transmettre notre héritage. Voilà, donc après, c'est hyper dur, hein, franchement, c'est comme un mariage. Tu sais bien que la plupart des boîtes qui se fracassent souvent parce que
Parce que, cofondateurs s'en bien s'entendent sûr, pas. c'est la science la plus inexacte, la Voilà. plus dure, l'humain. Donc, tu peux aussi prendre le truc à l'envers et te dire, là, quand j'y vais tout seul, au moins, voilà, je prends moins de risques. Et puis finalement, là, tu as assez d'expérience, peut-être tu as peut-être un petit peu d'argent qui te permet aussi de trouver un premier collab Hmm. qui t'éclate, et avec qui tu t'éclates et Non, qui mais voilà. je suis d'accord. Aller chercher cette première victoire. Bref, on referme la parenthèse, c'est pas moi la star aujourd'hui. Mais un jour, tu m'intervieweras. Avec plaisir. Raconte Morning, est-ce qu'on peut monter ça sans argent? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Parce que tu as des bailleurs fonciers, du Ouais, coup. ouais, mais tu peux commencer petit, tu peux convaincre un propriétaire de te laisser gérer son espace. Il y a Ok. pas mal de mecs qui ont fait ça. Bah, vous l'avez fait avec vos locaux déjà en premier lieu. Ouais, alors Morning, alors l'exploitation, tu vois, moi j'ai commencé avec très peu d'argent parce que j'ai réussi à convaincre des bailleurs, des propriétaires de faire du partage de revenus. Donc à l'époque, les espaces que j'ai commencé les premiers espaces que j'ai commencé à gérer, c'était ça. C'était on fait Ok. 50-50 sur le chiffre d'affaires que je fais sur ton espace vide. Ok. Et notamment, c'était des espaces qui étaient vides pendant des périodes de pré-rénovation ou restructuration. Voilà, le Alors, premier. juste habituellement, les bailleurs, ils te demanderaient, toi, de prendre le Ah, risque. Et ouais, voilà. voilà. Donc Ouais, normalement, tu payes un loyer, un ouais, dépôt de voilà, c'est tout. garantie, tu as les travaux. Donc globalement, tu as quand même un gros Comme chèque avec ton appart, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme un appart. Donc tu as un gros chèque à débourser au départ. Ok. En revanche, si tu fais un deal de partage de revenus, bah, du coup, tu as beaucoup moins à dépenser. C'était pirate, ça, à l'époque? C'était pas trop pirate. Ça se faisait déjà, ouais. Non, mais c'était pas pirate dans le sens, c'était légitime. Tu vois, on a fait notre premier gros deal, on l'a fait avec Altaria, c'était Ok, très c'est clair. vraiment- ok. Voilà. Là où c'était quand même assez cool en termes de piraterie, c'est que notre business model nous permettait d'encaisser les loyers avant de reverser aux propriétaires. Et donc, Besoin en fonds de roulement négatif. voilà. Négatif ou positif? Ouais, négatif, c'est ça? Bah, Ouais. pour moi, ton fonds de C'est toi qui as roulement, fait de la finance. Ouais, bah, il me semble que c'est à l'envers, je crois. le quand négatif et l'inversé. C'est c'est comme, ça, ouais, négatif, c'est bon. Ouais. comme Ah, tout ce qui est chèque cadeau. Ok. Ouais, oui, Tu c'est ça. payes Voilà. quand c'est dépensé. Alors Mais que les alors gens, ils te ça, filent voilà. l'argent avant, Donc quoi. aujourd'hui, tu vois, je fais pas mal d'investissements aujourd'hui et je regarde souvent le modèle de cash parce que Donc, ouais, ton BFR, du coup. en Ok. fait, c'est magnifique. Si tu veux, ça nous permettait d'avoir 2-3 mois avant le De cash. trésor, ouais. Et donc, si tu veux, ça nous a permis de nous développer sans avoir à faire des levées de fonds successives. En plus, ils étaient engagés, les personnes. C'est-à-dire que tu savais qu'il allait avoir T'avais un visu sur ta trésor à plus combien, en fait? Bah, tu faisais des engagements à 2, 3, 6 mois, donc c'était pas non plus la Ah, folie ok, d'accord. sur des petits bureaux. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à faire des engagements plus longs. Ok. Donc aujourd'hui, on engage des boîtes de temps en temps pour 2-3 ans. Est-ce que cet engagement, c'est un asset pour convaincre d'autres bailleurs pour potentiellement faire. Je sais pas si tu dois faire des prêts par. Non? Bah, comment Non, les bailleurs aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un loyer garanti. Enfin, Tu sais, des bailleurs, ils gèrent un asset et un rendement. Hein. mais c'est quoi ton asset chez toi si c'est pas les murs et si c'est. Ah ouais, bon, bah, mon asset, c'est d'avoir un bail. Ok. C'est d'avoir un bail et de pouvoir. C'est mon premier matériau de travail, c'est signer un immeuble avec un bail qui est attaché et donc de pouvoir derrière Mais travailler, exploiter cet immeuble. pour moi, juste le bailleur, comment il analyse ta capacité. Ah, il regarde tes comptes. Ok. Ah, non, mais même à être capable de les louer en fait et de recevoir les thunes. Mais lui, il s'en fout. Il a un loyer garanti. Ok. Donc il Voilà. veut juste sa garantie. Ok. C'est comme ton appart. Hein. Il regarde si t'es médecin. Si t'es médecin, c'est mieux que si t'es je sais pas, acteur. Oh, ça dépend de l'acteur. Podcasteur. Ouais, je vais dire. Ouais, bientôt j'achèterai cash. Non, je ne suis pas proprio, pas encore. Pas de levée de fonds dans tout ça. Si, bah, tu parlais de WeWork, ça a quand même un peu chamboulé le marché. Et quand WeWork est arrivé, j'ai commencé à me dire qu'il fallait quand même qu'on lève un peu d'argent. Parce que c'est Alors la première levée que j'ai faite, 2015 ou WeWork, c'est quoi? c'est 2015-2016. Ok. Et donc 2015-2016, je me suis dit, tiens, ça serait bien de lever un peu de sous, mais j'étais sans conviction. Et puis j'ai rencontré la Caisse des dépôts et je me suis dit, ah, ce serait quand même bien d'avoir l'État au capital. T'as eu la CDC au capital. Et chemin faisant, j'ai pris 1 million de levée de fonds avec la CDC. C'est fou ça. Et puis j'ai fait une petite levée de fonds avec un petit fonds assez méconnu
qui s'appelle aujourd'hui Elevation Capital, deux mecs très sympas avec qui je m'entendais bien, qui m'avaient suivi et avec qui j'ai levé 2 millions. Et puis, la troisième année, je me suis dit, tiens, là, il faudrait quand même que je lève un peu plus. Donc, je fais le tour des places. Et puis, finalement, c'est Nexity qui est arrivé Ah, bah, j'allais te demander, à Nexity mon capital. spécialisé de l'IMO quand même. Voilà. Donc, Ok. donc j'ai fait 3 levées de fonds. Et la dernière a été une levée de fonds avec un rachat au milieu. C'est Voilà. c'est quoi l'intérêt de lever des fonds pour toi, sachant que tu as un besoin de fonds de roulement négatif? Bah, alors, au début, j'avais un fonds de roulement négatif. Dès que j'ai voulu commencer à prendre des espaces un peu plus prestige sur du long terme, il a fallu que je passe sur la case bail, dépôt Ok. de garantie avec travaux au début. Et donc là, j'avais besoin de thunes pour financer tout ça. Donc là, j'ai eu besoin de lever des fonds. Et donc, pour accélérer, il fallait lever des fonds. Donc, lever des fonds, c'est juste mettre du pétrole dans la machine et puis pouvoir aller plus vite. Putain, j'ai pas la ref, je sais pas d'où, mais ça me fait penser. Je regardais, c'est un business familial, je sais plus lequel, et les parents ils voulaient pas accélérer et les enfants ils veulent accélérer. Et en fait, ils t'expliquent que quand tu accélères, bah, tu es obligé de prendre du risque. Et moi, je peux aussi comprendre le daron qui a pas envie d'accélérer, Bien sa boîte sûr. elle marche. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pourquoi tu voulais accélérer? Pourquoi 50 lieux aujourd'hui? Euh, Bah, quand tu es dans un projet et que ça fonctionne, tu as envie de développer, tu t'éclates, tu as des opportunités qui arrivent, en fait, tu as envie d'y aller. Et puis, quand tu peux pas prendre une opportunité parce qu'il te manque du cash, tu es un peu Ouais, frustré. donc Donc, quand tu vois des opportunités d'investissement, des deals qui te passent sous le nez parce qu'il te manque du cash, tu te dis, ah merde, quand même, dommage. Donc, c'est là que tu c'était te dis. plus fort en fait aussi. C'est ouais. Puis en fait, bah, c'est quoi notre taf en tant qu'entrepreneur? C'est de faire grandir, c'est de créer de la valeur. Donc faire de la valeur, c'est soit faire grandir, soit être rentable. Voilà. Donc, moi, à l'époque de ce moment-là, c'était plutôt grandir en étant rentable. Donc faire attention à garder mon résultat à zéro et puis réinvestir tout ce que je pouvais. Vous avez jamais réellement perdu d'argent? Non, Non. on a toujours frôlé avec la rentabilité. Mais Covid, on a fait quand même. Covid content aussi? Covid, je crois qu'on a perdu en EBIT un peu, mais on était en EBITDA positif. Ok. Euh, voilà, après on a fait une énorme croissance. Post-Covid? Post-Covid, post-Covid. L'année du Covid, on fait 30 millions d'euros et on Ok. reste flat Ok. en 2020. Ok. Et L'année d'après? et après, on fait 2 fois x2, Ok, donc 60 22, et 120. 23. Ok. Et Voilà, pour te donner des idées. là, Donc, vous êtes combien? Vous êtes à combien? bah, je sais pas le droit de te Ah le bah dire. merde, c'est vrai, tu m'as dit. J'allais dire... Mais du coup, au-delà de 120. Ouais, ouais, ok. Non, mais x2, x2. Putain, faut la maintenir, la Ouais, croissance. bon, on a un peu ralenti quand même, je vais pas te mentir. Ok. Euh, C'est quoi la... c'est- Oh non, vas-y, excuse-moi. Non, 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 mais vas-y. Bah, c'est quoi la vue finale? Si aujourd'hui vous êtes 50 et je veux que tu me dises On c'était est quoi la... 350, on est 400 aujourd'hui. Non, mais 50... Ah, 50 espaces, pardon. espaces. Alors, c'est une bonne question. Et est-ce Euh, que ça a évolué dans ta tête? euh, Aujourd'hui, on développe en fait le business de l'exploitation d'immeubles. Il est bon, il est super intéressant. Mais c'est un business qui a besoin d'être dérisqué par d'autres business, notamment dans les cycles économiques. Là, tu vois, on a vécu, je pense, l'année dernière, un cycle bas, pas évident. Je pense que ça tire pour beaucoup d'entreprises françaises. Ok. Et nous, on est le premier poste, deuxième poste de coût après les salaires. Hmm. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, on s'en sort bien. Puis on aura toujours besoin de bureaux. On aura Le toujours Covid l'a besoin. montré. Ça, c'est un autre débat. On pourra l'avoir. Ouais. J'espère, mais c'est quand même un autre débat. Donc en fait, on est venu dérisquer l'activité bureau par d'autres activités comme l'aménagement, qui pèse pour un tiers de notre activité aujourd'hui. Donc on a ce qu'on appelle un contractant en général. On fait des travaux, on fait de l'aménagement, on fait du mobilier, on distribue du mobilier. Mais que chez vous ou carrément chez... Non. Ah ok, dans les bureaux de d'auttres personnes. Ouais, on a Ok. plein de clients, des foncières, D'accord. Du Next City. Next City, notre client évidemment. Mais on a beaucoup de clients en fait. On Ok. a des projets qui vont de 500 000 à 15 millions. Ok. Donc on refait des bâtiments entiers. On a fait un bâtiment rue du Louvre par exemple. On l'a complètement désossé. On a fait un toit terrasse. On a changé les fenêtres. Enfin, des trucs assez Incroyable. lourds quoi. Toute la technique. Ouais, c'est des projets à 10-12 millions d'euros. Mais vous êtes connu pour ça?
On commence à être connu. Ah, ok, d'accord. On commence à être Parce que un moyen gros des travaux. Et donc, on les fait évidemment pour nous, mais maintenant, on les fait aussi pour des clients externes. Et Voilà. tu disais ça, Et donc, ça vient dérisquer un tiers, ouais, tu disais. l'activité. On fait aussi pas mal d'événementiels. On est en train de de grossir sur la dimension restauration RIE. Donc, on a 2 restaurants entreprises. On est en train de monter en puissance là-dessus. C'est quoi RIE? RIE, c'est restaurant inter-entreprise. C'est un des Sodexo, Ouais. c'est 400 000 personnes. Non, mais je sais que c'est monstrueux. C'est monstrueux. Je crois que après Walmart, c'est la deuxième plus grosse boîte. Enfin, Ah ouais, ok, ouais, non, c'est ouais, un non, monde. ça m'étonne pas. Donc c'est énorme. C'est un énorme. Bon, après, c'est des marges très très petites. Mais bon, voilà. Donc, et la food le midi, ça fait partie de la bonne journée de travail. Moi, ma mission chez Morning, c'est faire en sorte que les gens aient une bonne journée de travail. Et la pause déj, c'est essentiel. Donc, tu vois, ça fait partie Surtout aussi en France. des activités, des moments sur lesquels il faut qu'on s'engage beaucoup plus. Est-ce que j'ai beaucoup vu, enfin, je crois que dans le milieu hôtelier, ils ont dû aussi se réinventer. Ils ont commencé à faire, tu sais, de la vente de services. J'invente, enfin, peut-être même salle de sport, ou bref, tu peux venir même en journée, profiter des services sans être client. Est-ce que c'est un truc auquel vous y avez pensé? Et tiens, je mets les petits pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut venir aussi demain squatter une heure ou une journée? Enfin, Pas squatter encore. en payant. Pas- Alors, pas encore. Pourquoi? Parce que alors, tu sais, on a 25 salles de sport, on a des cours de sport tous les jours. Donc, c'est aussi un Ok. centre de sportif morning. Avec ta carte morning, tu peux te balader et booker des cours de sport tous les jours dans tous les mornings. Tu y vas? Pas trop, non. Ça, c'était pas pour toi comme service. Non, mais je fais des trucs à côté, mais si, je fais un peu de yoga ici. Non, mais ta question c'était est-ce qu'on peut venir une heure? Ouais, On et n'a même pas de la de, vente de services externes, on a, en fait, ouais, un peu. on n'a pas beaucoup on n'a pas de forfait juste pour venir à la journée. Ok. Tu peux venir réserver une salle de réunion comme celle-ci par exemple pour une demi-journée ou pour quelques heures. Ok. Donc on a des prestations externes type salle de réunion, Mais pas du coworking. mais pas quelqu'un à l'unité qui vient juste pour la journée. Tu peux venir. WeWork le fait, il me semble, ça, non? WeWork, il faut que tu sois abonné, il me semble. Ah, ok. Et ensuite, tu après, payes. tu payes à ta journée. Est-ce que juste ça, Ouais. c'est une strat? Deux. Je sais pas, de se dire que les gens qui viennent ici, c'est un abonnement, que limite, il y a une Ouais. sorte de cocon que vous voulez créer. Bah, tu vois, on évolue, hein, mais typiquement, il y a 6 mois, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette beaucoup plus l'accent sur les profils nomades, les entrepreneurs, les freelances. Donc, on a réappuyé sur cette offre qu'on appelle l'offre nomade à 350 € par mois. Et donc, on crée des communautés de nomades et de freelances dans nos espaces. Ok. Du coup, on anime aussi ces communautés qui viennent s'installer et se poser dans les espaces communs qui sont super, notamment ici, mais aussi dans plein d'espaces. Et donc, voilà, ça, et c'est des gens qui viennent tous les mois. Avoir des gens qui viennent juste pour une heure ou deux de temps en temps à la journée, c'est chiant à gérer parce qu'ils connaissent pas l'espace. Ça ramène pas grand-chose en chiffre d'affaires. Donc, on n'y est pas encore allé. C'est pas un produit d'appel, entre guillemets. Ouais, pour vous, non, pas on forcément. n'y croit pas trop. Ok. Voilà, on préfère avoir des gens qui veulent vraiment un bureau, qui sont prêts à mettre 350 € par mois pour avoir une carte morning et pouvoir se balader partout, quoi. Sachant que je le dis, 350 € n'est pas cher Non, pour des non, bureaux. c'est vraiment, surtout à c'est vraiment un Paris. prix d'appel, hein, clairement. Ouais, je crois que même Station F, c'est plus cher. Aucune idée. Aucune Ok. idée, je sais pas, j'ai pas. Roxane, si tu nous écoutes, désolé. Non, je sais. Non, je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Non, mais bref, c'est différent. Moi, je veux te parler d'une chose, on va mettre les pieds dans le plat. La solitude. Est-ce que tu l'as déjà vécu et est-ce que Morning est une solution à ça? La solitude de l'entrepreneur. Ah, la solitude de l'entrepreneur. Je crois que tu parlais de ma solitude en tant qu'entrepreneur. J'étais là, bon, non. Ensemble, là? On peut. Non, on peut. Bah, c'est exactement ce que je te disais. C'est que les nomades, quand tu es free, quand tu es entrepreneur et que tu démarres et que tu es tout seul chez toi, ouais, c'est l'enfer. Donc, aller dans un espace pour avoir une dynamique, sentir l'énergie professionnelle et puis avoir des gens que tu côtoies et avec qui tu commences à discuter de projets. Voilà, il y a plein de projets qui naissent au café, gens qui se rencontrent. Et tu sens que, que les gens viennent pour ça? Et d'ailleurs, allez, rentrons dans le petit débat au bureau ou plus bureau. T'as, Mais- t'as-
Alors, tu as plein de populations différentes, hein, mais les populations de nomades, qui sont pour moi les freelances ou les télétravailleurs ou les entrepreneurs, Mhm. ils cherchent cette sociabilité, ils cherchent la rencontre, ils cherchent à pouvoir prendre un café avec quelqu'un, etc., rencontrer. Ils cherchent aussi à bosser avec des entreprises qui sont chez nous. Mais ça reste, je crois qu'on a 500 nomades sur 12 000 personnes. Tu vois, donc Ok. ça reste une population quand même qui est minoritaire. Et les entreprises en tant que telles, elles viennent chez vous pourquoi dans ce cas-là? Les entreprises, elles viennent pour deux grandes raisons. La flexibilité qu'on leur offre et les services qu'on leur offre. Ok. Mais Euh, pour leurs employés surtout. Du et coup. du coup, et voilà, et enfin, la flexibilité, c'est plus pour l'entreprise. Bien sûr. Les services, c'est pour les employés. Et puis, il y a aussi la dimension que tu évoquais, c'est-à-dire que bah, quand tu es une petite boîte de 4-5 personnes, c'est sympa de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes dans ton espace. Si tu déjeunes tout le temps avec ta boîte, avec les gens de ta boîte, bon, bah, tu tournes un petit peu en rond. Et Donc, c'est il y a du sympa business aussi. qui se crée Ouais, bien sûr. en Mais B2B bien sûr. à la On cafette. ne suit pas tout, mais ouais, il y a Non, mais je pense qu'il y a un intérêt plein aussi. d'exemples. Et puis on le suscite, non, on fait de l'animation. On crée Bah, des- fais-moi kiffer, je vais te poser la question au tout début. Ouais. Balance deux, trois petites boîtes, des noms de boîtes que tu es très heureux d'avoir accueilli, abrité dans des mornings. Parce que Bah, je sais qu'il y a beaucoup de startups. écoute, Et après, on parle de la Climate House aussi. si Si tu j'en veux. parlais. Bah, écoute, on est à Concorde, donc je vais te donner deux exemples de Concorde, même trois si tu veux. Ici, tu as une boîte qui s'appelle la FIFA, Arrête. ouais, qui part malheureusement. Attends. Mais Tu donc me la, fais what? la FIFA La FIFA, a FIFA. démarré, la FIFA, ouais, la FIFA qui était en Suisse et a son siège ici depuis le début de Morning Concorde, donc c'est assez cool. Donc t'as tout, Je trouve ça lunaire ce que tu me Ouais, racontes. ouais, La t'as- FIFA, je la vois dans un énorme immeuble. Bah écoute, t'es à la place de la Concorde. Mais bon, c'est pas grave. C'est c'est- pas mal, pardon. Mais ok, d'accord. Donc ça c'est assez cool, tu vois, T'as vu des joueurs? c'est chouette. J'ai vu Arsène Wenger traîner dans les couloirs, mais pas tant que ça finalement, pas tant que ça. Et en fait, ils ont aussi une entrée séparée. Ok, d'accord. Un Euh, peu VIP. Ouais, Ok. ouais. Donc Et ouais, voilà, donc d'autres ça c'est boîtes, sinon? prestigieux. Une autre boîte sympa ici, t'as YouSign, qui est le concurrent de DocuSign, qui est Bah, j'ai juste, enregistré ici avec Luc à l'époque. voilà. Donc oui, c'est bon, je me souviens pourquoi je suis venu ici. Voilà, donc voilà, t'as une petite fondation qui s'appelle l'école M, Ok. Fondation M, qui est dans l'éducation. Tu vois, t'as des profils très, très différents. Ok. Enfin voilà, t'en as plein, je peux pas t'en citer, je vais pas t'en citer 50, mais et Toi, après t'as des grandes boîtes du 440, tu vois. Nos ah, il plus y a gros. OK qui ont des T'as antennes. L'Oréal, on a L'Oréal par exemple qui a 8000 m² avec nous sur Clichy, donc ça c'est notre plus gros. Ah, mais c'est trop, tu sais que mon frère y bosse. Ah ouais. Mais oui, parce que j'allais dire L'Oréal, moi j'allais dire dédicace à mon frère parce que tous les matins il doit aller à Clichy. Mais ok, donc Alors, en fait ils ont c'est 10 là. bâtiments à Clichy, donc c'est pas Oui, sûr qu'il oui, aille, bah, c'est pas je sûr qu'il sais. aille, ouais, C'est dans le- énorme, mais ok, trop drôle, je savais pas du tout ça. C'est ouf. Donc t'as vraiment de tout. Tu fais de la marque blanche? Ouais, on a bossé, alors marque blanche un peu grise. Ouais, Tu vois, notre dernier projet du genre, c'est avec Ikea. d'accord. On a, Donc marque blanche, c'est- vas-y, je te laisse expliquer. Bah, marque blanche, Ou c'est quand grise. on lance un espace. Par exemple, on a lancé le coworking de Ikea qui s'appelle A-Work. Donc, c'est leur marque de coworking. Et donc, c'est A-Work avec Morning. Et donc, Donc, on a c'est gris. fait l'aménagement. Il y a un peu de gris, ouais. Parce que j'allais te dire, est-ce que c'est pas. En fait, tout à l'heure, on en parlait, on n'est pas rentré sur la com, mais moi, Ouais. je trouvais ça fou que. On en parlait parce que tu sais, tu faisais les travaux en B2B, Ouais. et là, bon, bah, on voit peut-être un peu moins parce que tu traites en direct avec les personnes, mais le fait que tu abrites des gens, des salariés, c'est du B2C presque au final. Je veux Il dire, y a une dimension B2C, ouais. et donc, est-ce que par exemple, tu as vu que tu avais peu besoin de faire des investissements en com? Et est-ce qu'à l'inverse, la marque grise, il fallait qu'elle soit grise mais pas totalement blanche parce que vous aviez cet intérêt que les salariés de Ikea puissent ou de L'Oréal puissent voir Morning? Pas un grand intérêt que les salariés de L'Oréal voient Morning parce qu'ils sont quand même biberonnés par leur entreprise et Ok. ça reste un bâtiment L'Oréal. Ok, Donc on est quand même en marque très blanche. ok, d'accord. Tout très, très gris clair. Euh, Faut regarder à la loupe chaque, de Morning. ouais, ouais, mais chaque projet est différent. Avec Ikea, on est quand même un peu plus gris. Ok. Parce que c'est avec Morning et c'est nous qui opérons, c'est nos équipes qui opérons sur place. D'accord. Donc, Alors que si L'Oréal n'a pas L'Oréal, bossé. c'est nous qui opérons, mais il y a un mix, tu vois, l'accueil, c'est eux qui le font. D'accord. Mais il y a quand Euh, même les mêmes services. Ok. Il y a les mêmes services, voilà. Bon.
Voilà, donc tu as des nuances à chaque fois et tu as encore d'autres exemples où c'est nuancé. Ok. Alors, honnêtement, on s'adapte en fait à chaque projet. Et donc, c'est aussi ça qui fait notre force, c'est qu'on est Donc, très malléable, ok. on est flexible. Selon le besoin voilà, et le partenariat qu'on fait, ça va s'adapter, quoi. Est-ce que c'est plus cher? Tu vends ça plus cher en marque blanche ou grise que en normal ou pas? Non, Non, en fait, c'est same, same, non, same. non, le prix, il va dépendre globalement de la localisation de là où on est. Voilà, là, on est porte d'Italie, c'est évidemment moins cher que dans le 8e. Mhm. Donc, c'est souvent la localisation qui dicte le prix à 90%. Après, tu as une dimension service Ok. qui, Mais qui que, va, qui, voilà. ok. Mais que ce Euh, soit en marque blanche comme. Après, si une boîte vient et te dit on a, je sais pas, 1000 postes Ouais. ou 500 postes, il y a un prix dégressif. Tu fais des Euh, discounts? Alors évidemment, et honnêtement, je vais pas te mentir, c'est un de nos problèmes. C'est-à-dire que quand tu as une grosse boîte qui vient avec sa force de négociation, C'est elle, ça. elle essaye de négocier. Et en fait, c'est souvent une connerie parce que tu es content de l'avoir sur le départ, mais quand elle te laisse un gros trou dans ton espace, Bah ouais. en fait, c'est beaucoup plus dur à recommercialiser et tu le payes derrière. Donc en fait, Mais en même temps, tu peux te dire qu'elle va monter une deuxième branche et que ça se fera encore 1000 employés chez toi. c'est Donc, possible, mais c'est pas forcément le cas. ok. Je voulais te poser des questions. Alors, j'ai une question toute bête dans ma tête qui était à quel moment tu stresses? Parce que tu m'as l'air d'être une force tranquille, mais on va terminer sur ces parties un peu plus perso. Je vais revenir juste sur cet étage-là de L'Oréal. Je veux comprendre, vous êtes 400 en interne. Tu as une armée de sales? Je suis pas une armée de sales, j'en ai une petite dizaine. Ah ouais, t'as clairement pas une armée, non? Non, Ou 10 pour 400, c'est rien. ouais. Enfin, en proportion. Après, Ok. 400, tu sais, il y a aussi toute l'équipe travaux, c'est presque 100 personnes. Oui, oui, et puis les On a personnes qui bossent au tous quotidien. les baristas et les chargés d'accueil chez nous, c'est peut-être pas loin d'une centaine de personnes aussi. Ok. Ouais, donc c'est du service en fait. Ouais, bien sûr. Ok. Comment vous allez remplir tu peux là me parler un petit peu business, j'aimerais bien comprendre, parce que ça m'intéresse Comment ça énormément. fonctionne? Je suis un patron extrêmement. Enfin voilà, je suis pas Tu hands-on. fais confiance et tu Ouais, ouais, délègues. Ok. exactement. Les gens sont très autonomes. Après, sur un sujet comme ça, bah, on réfléchit ensemble à la meilleure stratégie à adapter, à adopter. Et puis. Mais c'est quoi, c'est pas du cold call, j'imagine? Ah non, Tu marches pas en millions sur très du peu. cold call. Ah mais c'est simple, il faut remplir. Donc on va définir une stratégie, on va redécouper l'espace, on va réfléchir à ce qu'on met en termes de réinvestissement. Parce que ça peut être plein de petites boîtes, Voilà. ou alors une grosse Ouais. que tu vas. Enfin, honnêtement, là c'est parti dans un modèle où on essaie de vendre des plateaux. Ok. Parce que 6 mois avant, là, tu vois, c'est pour septembre. Donc on essaie de vendre des plateaux, ça fonctionne déjà puisqu'on a vendu un, et puis après on va vendre des demi-plateaux, et puis après on va vendre des bureaux. Donc plus les chances se rapprochent, plus on va être à l'unité, parce qu'une boîte qui cherche un petit bureau de 5 à 10 personnes, elle est au mois près. Tu vois, Ouais, elle bien cherche sûr. pour le mois suivant quasiment. Hmm. Alors Donc qu'un faut garder cette plateau agilité. un plateau de 100 personnes, c'est 6 mois avant. Tu te fais plus de thunes où? Et quand je dis Il y a- thunes, c'est pas que thunes, c'est en termes de temps, en termes de, tu Bah, vois, de psychologie, enfin de pression. nous, le plus intéressant, Ouais, les clients les plus simples à gérer, c'est les petites boîtes qui font 5 à 20 personnes. ok. C'est C'est- ton cœur de cible. Ouais, Ok. parce que c'est des petits bureaux qui font entre 10 et 50 mètres carrés. Ok. C'est en général des profils de boîtes qui sont plus simples à gérer. Elles sont aussi plus à même de partager les services. Elles aiment bien être dans les espaces communs. Donc elles profitent aussi du coworking. Le coworking, faut pas que tu oublies que la grande valeur, c'est que tu as un petit bureau de 15 mètres carrés dans un espace de 5000. Bien sûr. Donc tu as des espaces communs de dingue, tu as du sport, tu as une cafette. Tu te fais virer les salles qui sont réservées. On Exactement. a tous connu ça. Et donc voilà, il y a une ambiance. Et donc, plus tu es une petite boîte, plus tu profites en fait de la taille de. Morning, c'est pour eux à la base. C'est pas pour un énorme du CAC 40, c'est vraiment Bah, plus c'est pour des pour gens c'est agiles. c'est pour tout le monde, mais le sweet spot, Ouais, la boîte qui en cœur de profite le cible. mieux, Hmm. c'est la petite boîte. On est un peu passé rapidement là-dessus, mais là tu me parles de L'Oréal, puis tu me parles de boîtes beaucoup plus petites. Bah, tu m'emmènes partout, Yacine. Moi, Ouais, on se balade. Il y aura un retour au bureau et en fait je vais aller plus simple. Est-ce que l'être humain est solitaire, quoi? Parce qu'on s'est tous plaints pendant des années, on se disait mais c'est quoi ce délire de devoir faire? Même en France on adore le présentéisme, tu vois. Puis il y a eu le Covid, puis après il y a eu la suite, puis après il y a eu, tu vois, tous ces GAFAM qui sont en train de
redemander aux gens de revenir au bureau. J'ai l'impression qu'on régresse. Ah, t'as Elon Musk qui a demandé à toute l'administration de revenir, et c'est génial. Mais attends, là, ils ont fait encore mieux. Elon Musk a envoyé une lettre, ils ont dit vous avez 48 heures à toute l'administration des US, en leur demandant vous devez me prouver en 48 heures quelles sont vos tâches, et après, si vous n'êtes pas cool, si c'est pas good pour moi, je vous tège. Bravo, bienvenue aux US. Restons à Paris. C'était quoi ma question? Ouais, non. C'est quoi ma position sur le retour au Ouais, travail? qu'est-ce que t'en penses, toi? Et me parle pas en mode Clément de Morning, parle-moi en mode quelqu'un qui voit les boîtes bosser au quotidien. Même pas ta boîte, juste les boîtes chez vous. C'est quoi la dynamique? Qu'est-ce que toi t'en penses? Et peut-être ton avis a changé aussi, avec le Covid, tout ça. Non, on a eu des à-coups qui sont, je pense, intéressants avec le Covid, comme tu viens de le mentionner. Je crois qu'on a quand même besoin de se voir et de se toucher encore aujourd'hui. Je te dis pas que ça sera comme ça dans 20 ans. C'est pas touché encore, mais... Ça va venir, Yacine. Ah, ok, d'accord, ok. Non, mais c'est-à-dire que notamment je pense souvent aux jeunes. Tu vois, quand tu es jeune et que tu arrives dans une boîte, l'apprentissage, il est beaucoup par le mimétisme. Dans une réunion, voilà, et la pause déj, on en parlait, mais au déjeuner, tu apprends plein de choses. Il y a beaucoup d'informels. La culture de l'entreprise, elle est vachement véhiculée à travers des événements physiques. Donc, le bureau reste un moteur. Ton futur conjoint ou ta future conjointe aussi. Voilà, c'est difficile en visio. Ouais. Mais bon, ça arrive. Hein. J'adorerais avoir des retours d'expérience de dragueur en visio. Ça, faut y aller. Hein. Il y a même des gens qui finissent par se marier juste par chat. Hein, donc, si Bon, je vais pas juger. Bref. Voilà. Donc, donc, moi, je crois beaucoup parce que je suis peut-être une génération qui a grandi et qui a vécu l'espace physique. Maintenant, les populations qui arrivent, les jeunes qui arrivent, qui grandissent biberonnés à l'écran encore beaucoup plus que nous, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si dans 20 ans, ce que je te dis là et des besoins que je ressens et que la dynamique d'une entreprise passe, je pense, encore beaucoup par le physique, par le fait d'être ensemble dans un bureau et de créer une dynamique. Je ne sais pas si dans 20 ans, ça sera le cas. Donc, je ne sais pas si Morning aura encore une raison d'être dans 20 ans. Est-ce que, parce que les technologies vont se développer, l'aspect physique va être retranscrit encore mieux? Je sais pas, moi, je pense souvent à ce film Ready Player One, je sais pas si tu vois. Je vois, mais je l'ai pas vu. Tu mets une combinaison et donc tu ressens beaucoup plus le toucher. Okay. Donc les technologies d'immersion permettront peut-être d'arriver à un niveau d'impression de présence physique que le cerveau finalement, c'est comme quand tu mets un masque de réalité virtuelle, il a l'impression... Il ne discerne plus quoi. Ouais, il a l'impression qu'il ne voit plus la différence. Donc je pense que dans 20 ans, si les technologies nous permettent de ressentir le physique, peut-être qu'en fait, le bureau aura peut-être moins besoin de... Voilà, j'en sais rien, tu vois. Mais... déjà, je te le souhaite pas, mais je trouve ça hyper intéressant que tu es en train de nous dire que ton business qui marche très bien aujourd'hui peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est ça, être entrepreneur? C'est accepter ça? Sûr. Bien sûr. Non, mais évidemment. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille d'autres sujets en parallèle et qu'on essaie d'innover sur les côtés et de faire plein d'autres trucs. Mais tu parlais des freelances, des nomades, je pense l'événementiel, tout ça. Mais c'est drôle parce que moi, dedans, je suis en mode, j'ai envie de te dire non. Moi, je l'ai expérimenté, je te le dis après le Covid. Et mon métier de vous rencontrer au quotidien, vous entrepreneurs, c'est kiffant. Mais je peux te dire que chez moi, quand c'est de la prod, je peux le faire. Parce que je mets mon serveur en off et je dois juste m'exécuter. Mais sur de la strat, c'est compliqué. Moi, j'ai besoin d'être entouré, d'avoir ce ping-pong intellectuel. Et en même temps, je me dis, quand on voit l'ère des réseaux sociaux, les gens arrivent à fédérer des millions de personnes à travers un écran. Donc en vrai, je sais pas où est-ce qu'on va là. Mais le ping-pong, tu peux aussi le faire en visio. Tu peux, mais ça n'a pas été moi la même chose, je trouve. Et retranscrire de l'émotion en visio, écoute, tu regardes mes podcasts, j'ai dû en faire 2 en visio et j'évite un max, quoi. Parce que je trouve, c'est hyper compliqué, tu vois. Ouais. C'est de la suranalyse alors que la personne a peut-être réagi à autre chose. On a dit 1 heure. Ça fait 1 heure. Je peux te prendre 5 minutes encore ou pas? Ouais, vas-y, j'ai le temps. Il est 42. Allez, je voulais te poser cette question. T'es quel genre d'entrepreneur, toi? Waouh. C'est deep ton. Mais je voulais la cibler. À 1 heure, tu me.
Allez, en 2 Euh, minutes. Non, mais c'est quoi ta personnalité de l'entrepreneur? Écoute, j'essaie de, d'être sympa. Euh, je trouve que c'est d'ailleurs notre objectif chez Morning, c'est d'être sympa. Tu vois, on me demande C'est souvent, bien sous-coté, hein. c'est quoi votre sauce particulière par rapport à WeWork, ou Regus, voilà. On essaie d'être sympa, et c'est un métier d'être sympa. Et je Mhm. trouve que je trouve que si je devais me caractériser, j'essaie de faire en sorte que il y ait une bonne ambiance au bureau, que les gens soient bien dans leurs bottes, qu'ils se réveillent le matin en se disant je suis au bon endroit. Donc voilà, j'essaie T'es de. bienveillant. Ouais, je pense être bienveillant. T'aimes Euh, l'humain? ouais, 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 bien sûr. Et finalement, c'est mon métier. Mon métier de boss aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens soient bien. Et de construire en fait un écosystème, une culture, une boîte dans laquelle les gens puissent se révéler la meilleure personne, et être le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. T'as une responsabilité en tant que boss de morning par rapport à tes employés ou Bah, tes salariés? bien sûr. Ouais, à part ton salaire que tu leur donnes, ça je te fais confiance. C'est quoi ta responsabilité en tant Ah qu'humain bah là-dessus? les normes, enfin, t'es responsable d'une grande partie de leur bien-être en tant que boîte. Quand ils passent la plupart de leur journée à bosser chez toi, dans ta boîte, dans laquelle tu es responsable. On l'aurait dit ça Au il y a niveau 10 légal ans? d'ailleurs, je suis responsable. Euh, Ouais, ouais, non mais oui, bien sûr. si quelqu'un fait Se un blesse, burn-out, ouais, bien sûr. ou se blesse, je suis responsable au niveau Sauf aux US. légal. Tu crois? Oh bah écoute, en tout Bah, cas, vu la politique, je suis pas sûr ah qu'ils prennent ouais. soin de leurs employés Bah, comme je nous peux te on le dire fait en qu'aux France. US, tu te pètes la gueule dans ta boîte parce que c'est mouillé par terre, Ah oui, tu après, sues de oui, company, tu peux sue et the company. tu peux te faire des millions parce que Comme tu t'es si tu cassé la cheville, vomis hein. après un McDo ou quoi. Voilà. Non mais il y a des Donc histoires comme ça, mais heureusement, c'est c'est pas comme vrai. ça en France, et voilà. Mais donc non, après ça ne me pèse pas du tout. Non, non, Au ça te nourrit quotidien, ça en fait, ouais. je suis pas du tout stressé sur ces sujets-là, mais donc voilà, je crois que j'ai monté cette boîte aussi dans cette optique depuis toujours de de me lever le matin en me disant c'est cool, je m'amuse, je fais quelque chose d'intéressant, j'ai un impact positif sur les gens, sur l'écosystème que je crée, et voilà, c'est ça qui me fait kiffer, et j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi cette dimension ambiance chez Morning. Et c'est ça qui me rend le plus fier en fait, c'est que bah, en fait, je sens quand même que c'est une boîte dans laquelle il fait bon bosser, les Mm. gens s'éclatent, s'épanouissent, ils me le disent, Tu te- voilà. Ça là, Ouais. tu l'as ressenti à tes débuts de carrière, Fabien Noël ou même autre en fait. Ouais, alors Fabien Noël, C'est petit, c'est nouveau, donc c'est. non, non, alors ça a grossi assez Non, non, vite, mais à hein. l'époque où tu es rentré. Ouais, alors c'était tout petit et Donc, voilà. Mais j'étais un bébé, j'étais stagiaire, je n'avais pas encore, je pense, pris la dimension de ce que c'est qu'une culture d'entreprise, etc. Mais j'ai grandi dans la culture de Fabien Navel, qui était globalement la culture de Stéphane. C'est beaucoup le fondateur, notamment en plus quand il est tout seul, qui incarne. qui Ouais. incarne et qui imprime un peu sa personnalité et sa culture. Donc j'ai même si j'aime profondément ce qu'a fait Stéphane, c'était pas ma culture, c'était la sienne. Je pense que ça faisait aussi partie d'un besoin de me dire maintenant ça va être mon projet dans lequel je vais imprimer mes profondes valeurs et dans Mm. lequel je vais Mais imprimer tu as eu un ma modèle avant, culture. Mais j'ai eu un modèle avant qui t'identifier. était super, Mm. qui me correspondait pour la plupart pleinement, mais il y avait deux, trois trucs que j'avais envie de twister. Et C'est bien, ça veut dire que comme ça, en fait, quand tu es critique, moi je trouve, alors faut pas juste être critique pour être critique, faut être critique pour se projeter. Et en fait, c'est comme ça aussi que tu crées des vocations et que tu dis, bah, au bout d'un moment, moi aussi, je peux peut-être le faire. J'ai une Mm. mini question dedans. Tu conseillerais à quelqu'un qui est en train de apply pour un stage ou un premier job de choisir son boss ou ses tâches? C'est quoi le plus important pour toi à ce moment-là? Ah bah c'est toujours les personnes les plus importantes, bien sûr. Et tu penses qu'on fait nos choix en fonction de ça en réalité? Parce Bah que non, moi, pas assez, ouais. tout ce à quoi j'ai apply, c'est des mots écrits, quoi. C'est genre une marque, une boîte.
Ouais, bien sûr, mais parce qu'en fait, c'est très difficile de faire un choix de personne. Quand tu réponds à une offre de stage, tu réponds à une boîte, Ouais. tu sais pas qui tu vas rencontrer. Puis aussi, ils ont leur biais, quoi. Ils veulent juste. Enfin, ils Ouais. veulent un profil spécifique. Non, non, c'est difficile. Hmm. Après, à chaque personne de choisir de rester et s'il se trouve au bon endroit avec les bonnes personnes. Ça, c'est ça, c'est les choix, c'est de partir, de rester ou partir. Je mets une question dedans. Tu te sens manager ou leader? Plutôt leader. Plutôt leader? Ouais. C'est quoi la diff pour toi entre les deux? Ah bah moi je suis pas à manager les gens, à leur dire quoi faire. J'essaie de donner des directions qui me semblent intelligentes. J'essaie de et puis je suis plutôt quelqu'un d'instinctif qui va avoir des idées, qui va sentir les choses. Tu suis ton gut feeling beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup Ok. de gut feeling et puis après je sais que je me trompe donc je m'accroche pas trop non plus à toutes mes convictions sinon voilà. Mais en tout cas, je ne vais pas aller me mettre à souffler derrière les gens, à les manager. J'estime que justement, les gens doivent se prendre en main, se responsabiliser, être Mhm. autonomes. Et donc, pour moi, j'aime pas ce mot manager en fait. Managers. Ça me plaît pas du tout. Ok. Et d'ailleurs, chez Morning, on n'a pas de manager, on a des coordinateurs. Voilà. Ah, mais c'est La intéressant. Des différence, coordinateurs qui épaulent aussi des leaders pour voir que tout se met bien en place. les leaders, le leadership, c'est quelque chose de plus naturel. C'est une Et vision. t'as des stagiaires qui sont leaders naturels sur des sujets. Enfin, c'est vachement une personnalité. C'est des gens qui prennent naturellement plus de risques, qui prennent les choses en main, qui aiment prendre des décisions parce que c'est plus naturel. Ok. Voilà. Si demain Morning s'arrête, Mm. je veux savoir, je suis sûr que le sentiment que tu auras sur le côté négatif, enfin, il y en aura. C'est quoi le truc qui te fera le plus mal dedans? Si ça s'arrête, ça s'arrêtera forcément un jour d'ailleurs. Et puis, je vais pas rester non plus toute ma vie chez Morning, donc il y aura forcément une fin. Ça fait quand même 13 ans, hein, donc Ouais, ouais, ouais. And voilà. counting. Euh, et alors, c'est quoi ta question? Qu'est-ce qui me fera C'est quoi le truc où tu... C'est quoi ton pincement au cœur? Est-ce qu'il est financier? Ah, je veux pas te... Non, 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 bah non, financier certainement pas. Bah Euh, non, t'es déjà riche. alors, non, il y a deux choses. Un, j'ai une part de fierté d'avoir monté cette boîte et qu'elle fonctionne. Et donc, ça me manquera d'être voilà, le CEO de Morning. Je pense que, en fait, voilà, c'est chouette. En fait, je suis content. Ça me donne une sorte de statut social. Je sais pas comment tu l'appelles, mais bon, en tout cas, je suis content de représenter cette boîte. Je suis content de ce qu'on fait. C'est Voilà. prestigieux. Ouais, Ouais, ok. je suis non, vraiment, je le dis sans voilà, je suis assez. Donc ça me manquera. Je pense que l'ambiance dans cette boîte, elle est dingue, donc ça me manquera aussi. Les gens avec qui je bosse en fait au quotidien me manqueront. Ok. Euh, voilà, c'est les deux choses. L'humain et... En fait, c'est pas du palpable. Ouais. Ok, non, mais très clair. Ouais, et je pense que ça fait aussi partie. Tu vois, enfin, j'ai quand même vendu une grande partie de mes parts, donc je pourrais arrêter de travailler demain matin et voilà. Là, c'est du pur kiff aujourd'hui. Bah, je travaille plus pour le kiff qu'autre chose. Et avant, tu le faisais quand même un petit peu pour l'argent aussi. Je le faisais par. Enfin, tu liais les deux. Ouais, évidemment, tu fais jamais rien que pour l'argent en fait. Tu crées de la valeur et puis à un moment donné, ça se transforme en argent. Et puis en fait, tu te rends compte que tu as de l'argent sur ton compte en banque parce que bah, tu as bien fait ton boulot. Et Et que t'as déjà acheté ta moto, qu'est-ce que tu vas en faire voilà, maintenant? c'est, moi j'étais refait à 12 ans, hein, c'est tout. Riche à 12 ans. Quelle opulence. Bon, dernière petite question du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, Clément, à quel point tu te considères heureux au quotidien? Je suis au max, moi, hein. Vraiment. Donc Voilà. 10. Ouais, ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche? Ah, je suis au max. 10. Ah ouais. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur, toi, il t'apporte du sens dans ta vie perso? Euh, Je dirais plutôt entre 8 et 9. Je pense que j'ai peut-être envie de faire d'autres choses. Et donc, peut-être qu'il y a un moment donné où il faudra que me pose vraiment sur la feuille blanche. Donc on n'est pas Euh, arrivé à la fin là. Bah, j'ai que 45 ans. J'ai peut-être encore deux trois trucs à donner à ce petit monde. On verra si je trouve d'autres choses. Mais bon, c'est pas sûr que je trouve. On t'attend au tournant. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point ce quotidien d'entrepreneur te demande des efforts ou est difficile? Ah, pour moi, c'est du pur plaisir.
je le ferais pas si c'était c'est un bon effort en fait. Enfin, j'aime cet effort. Et c'est ma dernière question, je te le promets, et on va... Je te crois pas en fait. Le gars, il dit ça depuis 10 minutes. Désolé. Mais c'est parce qu'on prend beaucoup de plaisir. Je veux m'adresser à toi, mais je veux que tu vois tes filles. Je voudrais savoir... Elles sont encore jeunes, je crois, tu disais 6 et 9, c'est ça? Ouais. Moi, je veux créer mon média, mon nouveau média, je veux le créer. Il va s'appeler Héritage. Et il est articulé sur 3 valeurs. Euh, je veux mettre en valeur... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire une connerie, vas-y. En plus, tu m'as vu sérieux là. C'est toi qui veux me casser Héritage, vas-y, dedans. je te casse pas. Vas-y, héritage, les valeurs. Héritage, rêver, oser, créer. Ok, moi je suis Ok. convaincu qu'on a des rêveurs en France, on les met pas assez en avant. T'en fais partie, la preuve est via ce podcast et via tous tes compères et confrères, consoeurs que j'ai reçus. Ma question elle est toute simple. À tes filles, je suis sûr et certain que tu veux qu'elles soient heureuses dans la vie. J'aimerais savoir sur cet aspect de rêver, oser et créer. C'est quoi le petit truc que tu leur donnerais? Tu vois, le petit, allez, à partir de 15 ans, c'est un peu le cerveau bien fait, mais qui leur permettrait d'accéder à ça, d'accéder à un job, d'accéder à un mindset qui puisse remplir ça, ces valeurs. Enfin, là, tu peux partir sur un délire d'une heure là, sur l'éducation. C'est toi qui es pris, hein? Non, mais c'est l'enfer, surtout avec l'IA aujourd'hui, de savoir ce que demain feront tes filles, feront tes enfants. Enfin, c'est vertigineux d'être complètement à la masse sur l'éducation de tes enfants, alors que, bon, bah, quasiment les 3 quarts des jobs ne seront plus là demain, si ce n'est si ce n'est tous. Donc, moi, le seul truc que j'essaie de faire avec mes filles, c'est de leur transmettre le goût de faire des choses par elles-mêmes, tu vois, d'avoir de l'intérêt, de les pousser, d'être libre, d'être créative. Euh, mais franchement, c'est vertigineux en fait, le boulot de parents aujourd'hui. C'est un petit peu au quotidien, c'est saupoudré, c'est pas un grand C'est leur conseil donner confiance. général. Faut donner confiance en fait, Ok. C'est à tes important, enfants. ça veut dire que quand tu leur retransmets tes valeurs, des expériences, de l'apprentissage, est-ce que tu fais en sorte d'enlever toutes tes peurs, tout le négatif, tous les Tu petits peux pas traumas? en fait, tu C'est sais, dur. c'est des éponges, donc Elles font du elles mimétisme prennent en tout. plus. Ouais, voilà. Donc non, mais de toute façon, il faut pas, voilà, faut accepter qui on est et que tu vas laisser un héritage, quoi qu'il arrive, à tes enfants. Alors, moi, j'essaierai d'enlever une grosse dimension financière et de pas leur laisser trop d'argent, voire le moins possible, parce que je trouve ça aussi, c'est un boulet au pied d'avoir de l'argent quand tu démarres dans ta vie. Ouais, c'est Euh, anxiogène ou alors t'en fais de la merde. Mais t'es rarement ouais, neutre vis-à-vis de ça, quoi. donc je pense que voilà, essayer de leur donner de la confiance en elles, de les rendre les plus libres possible. Et puis voilà, puis advienne que pourra. De toute façon, voilà, voilà, faut rester très humble vis-à-vis de notre rôle de parent parce qu'il n'est pas du tout évident, quoi. Bah, on se donne rendez-vous dans quelques années. Ce sera tes filles à ta place et on parlera de rêve ensemble. Oula. J'espère qu'elles me regardent, qu'elles nous regardent. Bon, un grand merci Clément. Ça va, t'as eu du plaisir? J'ai dit Ouais, c'était ma très dernière sympa. question. C'était la question Merci, bonus. Yacine. Merci à toi. On a un petit peu croqué le temps. On est parti en full impro. On a un peu bifurqué, mais bah, tu m'as donné encore plus envie d'y aller. Et moi, tout ce que je fais, c'est de projeter mes peurs et que toi, tu me les baisses. Donc, un grand merci pour ça, tu vois. Tout va bien. Un Ça va grand bien se merci. passer. Là, bah, j'espère. D'ailleurs, bah, il l'a dit et je le redis. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais les mots, en tout cas sur héritage et la vision qui évolue au quotidien, en tout cas que j'ai partagé, si elle vous parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous faire des retours si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, j'aime bien terminer avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui osent, créent et qui Rêve. rêvent. Putain, j'allais l'oublier, merde. À très vite. À Ciao, ciao. bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.